Bonjour tout le monde, bienvenue dans Inspire Plus. Je suis Éric Lafontaine, technologue professionnel en architecture. Pourquoi c'est important aujourd'hui? Parce qu'on va parler de plan. C'est quoi un plan? Dans mon quotidien, plusieurs personnes nous approchent en nous demandant des plans pour permis. Effectivement, les villes demandent pour obtenir un permis de déposer des documents, dont des plans d'architecture. Mais au-delà de ça, à quoi ça sert? Pourquoi la ville demande ces plans-là pour obtenir un permis? C'est sûrement pas pour rien, il y a sûrement quelque chose à savoir là-dessus et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On va vous expliquer à quoi peuvent bien servir les plans, pourquoi le minimum n'est pas à votre avantage, mais surtout comment bien s'en servir pour transformer vos projets en coup de circuit. Premièrement, il faut comprendre à quoi sert un plan. Parce que oui, les municipalités vont vous l'exiger avant d'obtenir un permis. Pour l'octroi d'un permis, la ville vous demande un plan qui représente, avec autant de précision possible, les travaux qui seront faits sur votre bâtiment, que ce soit pour un agrandissement ou une rénovation à l'intérieur. Ce que la ville veut de votre part, c'est un document qui représente l'ensemble des travaux. Mais pourquoi la ville vous demande ça? Parce que oui, définitivement, il y a certainement un enjeu de taxe. Mais bien au-delà de ça, en vous demandant un document tel qu'un plan d'architecture, la ville s'assure que le citoyen a fait les devoirs nécessaires pour s'assurer que son projet ne vire pas au cauchemar. Donc, super important, bien au-delà de la demande de permis, le plan d'architecture est un document de gestion. C'est un outil qui vous aide à vous protéger, à déterminer en amont, avant de commencer, quels seront les travaux à faire, mais surtout à dicter le chemin à votre entrepreneur ou à votre constructeur sur les travaux qui seront à faire de manière à, de votre côté, être capable de suivre la télésérie sans stress. Puisque le plan a comme principal objectif d'être un outil de gestion, évidemment, il y a certaines informations qui sont nécessaires à indiquer sur ce document-là pour permettre à votre constructeur ou à votre gestionnaire de projet de bien gérer son travail. Évidemment, dans certains dossiers, on va y aller de manière un petit peu plus minimaliste. On veut sauver du temps, sauver des frais pour des projets qui peuvent être relativement simples. Ça peut être tout à fait adapté à la situation. Principalement, ce que le plan doit indiquer, c'est le type de matériaux à utiliser, l'emplacement des murs, l'emplacement des portes, est-ce qu'il y a du mobilier, où seront les fenêtres, mais ça peut se limiter principalement à ça. Avec quelques détails, quelques coupes de murs, informations sur les matériaux à utiliser. Le tour est joué, vous déposez ces documents-là à la ville et vous allez obtenir votre permis. Par contre, au niveau de la mise en chantier, votre entrepreneur, il lui manque quand même quelques informations. Parce que si on veut aller à l'antipode de ça et donner un maximum d'informations, parce que, disons-le, une fois que le travail est commencé puis que l'entrepreneur arrive sur le chantier avec son marteau puis sa boîte de clous, il est un peu tard pour commencer à penser à quel type de matériaux de plancher je vais mettre, quel modèle de porte ou quel modèle de poignée, mais surtout, où je vais mettre mes appareils d'éclairage, mes appareils de plomberie, parce que l'électricien doit poser ou installer son boîtier électrique avant que tout autre travail soit fait, bien avant le gypse, bien avant la peinture, bien avant le mobilier. Donc, exemple, vous avez un projet de rénovation majeure de votre maison et vous refaites votre cuisine au complet. Vous avez une idée sommaire de qu'est-ce que vous avez besoin. On veut un grand comptoir, un évier sur l'îlot, un grand îlot, on veut asseoir au moins 5, 6, 7 personnes. Par contre, on fait des plans pour permis. On est encore à l'étape de concevoir la base, le minimum, l'essentiel, ou, comme on le qualifie dans le marché, le base building. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois que l'entrepreneur commence sa mise en chantier, s'il n'y a pas plus d'informations que ça, il n'y a aucune idée où va être l'îlot, donc aucune idée où va être placé l'appareil d'éclairage. Il n'y a rien de pire que de faire la vaisselle avec une lumière dans le visage. Prenons ici un exemple concret. Comment un plan minimaliste peut porter à confusion et, évidemment, apporter des extras dans un chantier. Et c'est un cas véridique. Un dossier, on est appelé sur un projet pour lequel on a soumis des plans de type base building, c'est-à-dire extrêmement minimaliste. L'essentiel pour obtenir un permis et guider grossièrement l'entrepreneur dans son travail. Vient maintenant le tour de l'électricien pour poser ses boîtes de branchement, ce que, éventuellement,
dans une cuisine, ce qui était le cas, on a besoin d'éclairage. L'entrepreneur, l'électricien, arrive sur le chantier et demande à mon client où il veut sa lumière et mon client de lui répondre au-dessus de l'îlot. Malheureusement, au point où on en est dans le chantier, le plancher est encore au contreplaqué. Le plafond, il n'y a pas de gyps, il y a des petits fils qui traînent un peu partout, mais il n'y a rien pour indiquer où va être l'îlot. Et là, la question qui se pose, c'est mais où je la mets, cet îlot? Quelle dimension est-ce qu'elle va avoir? Où je vais mettre mon plan de travail? Où je vais mettre mon évier? Est-ce que j'ai un lave-vaisselle? Est-ce que je vais avoir des bancs? Est-ce que je vais avoir des invités? Est-ce que la lumière va être suffisante? Donc, toutes ces questions-là font en sorte que, dans ce cas spécifique-là, le client a indiqué à l'électricien de le mettre à peu près là. Et ce qui est arrivé, c'est que, une fois que c'était le moment de penser au comptoir, le client est allé dans un magasin quelconque pour acheter ses produits et choisir ses matériaux. Et malheureusement, rendu au moment où on installe l'immobilier, on se rend compte que la lumière, elle n'est pas du tout au bon endroit. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On rappelle l'électricien qui va défaire le plafond, le gypse, qui était à ce moment-là déjà peint, va déplacer la boîte électrique, donc probablement une nouvelle boîte de jonction, rallonger des fils et par la suite rajouter peut-être même des équipements pour qu'ensuite on puisse refaire du gypse, retirer des joints, refaire la peinture et si on veut sauver de l'argent à ce moment-là, on y va ponctuellement, on y va par zone, on ne refait pas le plafond au complet et malheureusement, encore aujourd'hui, probablement que ces interventions-là paraissent encore. Tout ça parce qu'on a évité en amont, lors de la préparation des plans, de réfléchir un peu au concept qu'on voulait faire et qu'on voulait avoir avant que l'entrepreneur commence. Évidemment, on comprend bien que la quantité d'informations qu'on va mettre sur le plan va découler de l'énergie qu'on va y mettre, mais du temps qu'on va prendre à réfléchir à ces éléments-là. C'est exactement là où votre concepteur, votre designer, votre technologue professionnel entre en jeu. Ce qu'on veut, c'est qu'avant que l'entrepreneur commence, toutes ces choses-là sont déjà établies, présenté sur un seul document bien clair qui représente le chemin à prendre et surtout les travaux à faire par l'entrepreneur du tout début du chantier jusqu'à la toute fin du chantier. Si l'entrepreneur, le constructeur, arrive sur le chantier et qu'il n'a aucune question à se poser, le chantier va bien aller, il n'y aura pas d'extra, il n'y aura pas de délai, tout le monde va être content. Pour résumer, on peut avoir un plan minimaliste avec l'essentiel des informations pour obtenir le permis ou on peut aller complètement à l'opposé avec un plan qui va inclure le modèle des poignées, l'emplacement des appareils d'éclairage, mais surtout le type d'appareil d'éclairage, les équipements de plomberie, un plan complet qui va intégrer architecture, technique et esthétique parce qu'on va se le dire, la technique et l'esthétique, c'est indissociable. C'est exactement ce qui va faire la différence dans votre projet et dans votre qualité de vie. Comme vous pouvez le constater, un plan, c'est un outil puissant qui peut faire la différence entre un flop total ou un coup de circuit au niveau de votre projet. Peu importe l'envergure de votre rénovation, le plan, c'est votre allié principal, c'est votre outil principal pour s'assurer que votre projet se déroule bien. Évidemment, vous devez vous en douter, beaucoup de réflexion, beaucoup de détails, beaucoup d'informations, mais surtout beaucoup d'interprétations du point de vue de votre professionnel. Il y a donc un processus important à suivre. Peu importe le concepteur avec qui vous allez faire affaire ou la firme de votre choix, le processus risque d'être très similaire. La première étape, c'est évidemment une prise en charge. Prise en charge, peu importe l'envergure du projet, ce qu'on veut principalement faire, c'est maîtriser le point de départ du dossier. C'est-à-dire, c'est un agrandissement, on veut connaître en profondeur le bâtiment d'origine pour être capable de dessiner, mais surtout d'analyser les normes en fonction des conditions existantes. On veut aussi maîtriser vos besoins. Quels sont vos goûts, vos inspirations, vos priorités? Est-ce que vous avez besoin de grandes pièces? Est-ce que vous êtes toujours à l'extérieur du pays? Est-ce que l'objectif c'est de garder ça restreint et efficace et sauver de l'argent, ou si vous avez un petit peu plus de budget, et on peut se permettre de rajouter quelques petites gâteries. Cette première étape-là va nous permettre à nous, ici, au studio, à bien analyser vos besoins, mais surtout à bien les interpréter, commencer une conception alignée à vos priorités, mais aussi maîtriser tout l'aspect normatif. Parce que ça, c'est notre
étape à nous. C'est la deuxième étape d'un projet. Ce qu'on veut, c'est comprendre qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut adapter le projet aux normes en vigueur. Évidemment, on ne peut pas faire ça seul. La réglementation au Québec est en deux étapes ou en deux phases, si je peux m'exprimer comme ça. Il y a d'abord les normes provinciales, on parle de construction, le code de construction, on parle de la loi sur le bâtiment, sécurité, incendie, économie d'énergie. Tout ça, c'est par Québec. Par contre, dans chaque municipalité, les villes ont leurs propres normes de construction. Quelquefois, elles vont utiliser le code de construction 1995, des fois 2020, des fois ils ont des exigences supplémentaires ou des fois ils n'ont simplement pas de normes. Il faut ici, à l'interne, grâce à nos experts, vous accompagner dans le processus et pour ça, on doit comprendre ces normes-là, savoir ce que la ville va accepter, ce que la ville n'acceptera pas, mais surtout, qu'est-ce qui pourrait ou non vous mettre en danger pour s'assurer qu'on est capable de protéger vos intérêts et assurer la durabilité de votre projet. Cette étape-là nous mène à celle qui suit, c'est-à-dire vous présenter un concept. On veut, avant de faire des plans qui vont servir à aller chercher des soumissions ou à aller chercher des permis, ce qu'on veut, c'est vous offrir un document qui vous permettra de faire vos devoirs, un document de présentation, mais surtout un document de coordination. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, à l'interne, en analysant vos besoins, en interprétant vos priorités, on vous prépare une esquisse. 1, 2, 3 versions de votre projet, selon le mandat, qui va vous montrer un peu notre vision de vos priorités puis de votre projet. On va pouvoir y voir des petits 3D de l'extérieur de votre propriété, peut-être même aussi de certaines pièces à l'intérieur. On voit les plans planchers, les façades, le type de matériaux, la dimension des pièces, toutes les informations nécessaires pour que vous soyez en mesure de prendre des décisions. Ici, c'est le moment crucial de votre projet. Prendre des décisions, il ne faut pas prendre ça à la légère. Un projet peut facilement passer pour un simple agrandissement d'un budget de 90 000 à un budget de 175 000 si on ne fait pas attention. Évidemment, à moins que vous ayez ça dans votre petit cochon, vous allez devoir impliquer vos créanciers. Ce moment-là est le moment idéal pour faire la coordination de toutes ces étapes-là. Et évidemment, votre concepteur, votre professionnel est là pour vous accompagner tout au long de ce chemin-là. Votre premier devoir sera évidemment de regarder les esquisses et de voir si vous aimez ça. L'esthétique, c'est important. Au-delà de la fonctionnalité, au-delà de la durabilité, c'est des espaces de vie, une maison, un bâtiment que vous allez voir quotidiennement à tous les jours de votre vie. Il faut que vous en soyez content. Deuxième chose, puisque le côté durabilité technique, c'est notre responsabilité. De toute manière, on vous conseille en ce sens-là. Votre deuxième devoir, c'est pas de vous soucier de ça, c'est de vous soucier d'un budget. Parce que, comme je disais, ça peut être du kit au double facilement si on n'y fait pas attention. La prochaine tâche, c'est évidemment, avant d'appeler un créancier, d'appeler un constructeur. On veut budgéter. Vous êtes autoconstructeur, vous pouvez calculer des quantités, mais l'important, c'est d'avoir une idée sommaire, mais réaliste et raisonnable d'un budget à investir. Parce que votre prochaine tâche sera de voir si vous êtes en mesure d'abord de vous le permettre. Deuxièmement, est-ce que ça fait du sens pour vous, pour votre budget, selon vos priorités? Des fois, des décisions seront à prendre. Des fois, un peu moins le fun. Des fois, super intéressante parce qu'on pourrait peut-être avoir le budget d'avoir une cuisine un peu extraordinaire ou d'ajouter un cellier ou d'ajouter un spa. Évidemment, toutes ces décisions-là doivent être prises en coordonnant l'ensemble de ces informations-là. Est-ce que c'est beau? Est-ce que je peux me permettre? Est-ce que je veux payer cette somme-là? Et est-ce que mon prêteur va m'aider dans toute cette aventure-là? Une fois que toutes ces informations-là sont faites, on peut passer à la deuxième étape qui sera évidemment de préparer les fameux plans pour permis. Les plans qu'on va donner d'abord au constructeur pour faire une soumission, préparer un peu ses calculs de quantité, sa gestion de chantier, la coordination de sa main-d'œuvre, de ses délais et évidemment lui permettre de vous préparer un contrat. Parallèlement à ça, on fait une demande de permis à la municipalité. Là, selon le projet, selon l'envergure, évidemment, des travaux, peut-être qu'un plan d'architecture ne sera pas suffisant. Il faudra peut-être y ajouter un plan d'arpentage,
un plan d'ingénierie, un plan de mécanique. Tous ces documents-là qui seront préparés par leurs professionnels respectifs selon leur champ de compétences et d'expertise. Encore une fois, vous n'êtes pas seul. Parlez à votre professionnel, il est là pour vous aider. Mais comme on disait tout à l'heure, le processus ne peut pas être complet avec un bête plan d'architecture technique qui ne sert qu'à aller chercher les permis. Ce qu'on veut, c'est continuer la réflexion. Parce qu'un plan purement technique va vous aider à avancer dans le processus, mais ne vous donnera pas les meilleurs outils pour vous permettre de bien gérer un chantier avec un minimum de surprises. À ce moment-là, et le genre de service qui peut être concurrent à la préparation des plans pour la demande de permis, ce seraient les plans qu'on va qualifier de design. Plan de design, on veut y ajouter des informations nécessaires qui sont moins techniques, mais beaucoup plus esthétiques. Mais c'est les documents, c'est les informations qui auront un réel impact sur votre quotidien. Comment vous allez percevoir, quel type d'appareil d'éclairage, mais surtout, qu'est-ce que vous allez pouvoir être fier de montrer à vos invités et à votre famille. Évidemment, plein d'informations sont à aller chercher ici, chez vous, selon vos priorités, selon vos goûts, selon vos inspirations. On va parler de coloration, modèle de plancher, matériaux aussi. Un plancher de salle de bain doit avoir un petit peu plus d'étanchéité, un petit peu plus de durabilité. On va aller chercher plutôt un modèle de céramique en dessous duquel on pourra peut-être venir mettre un fil chauffant, alors que dans un salon, on veut quelque chose d'un petit peu plus chaleureux. Peut-être qu'un bois franc pourrait être adéquat. Par contre, vous avez des animaux de grande taille. Peut-être qu'un plancher d'ingénierie pourrait amener cette même chaleur, mais avec un petit peu plus de durabilité. Toutes des décisions que votre professionnel, que votre designer ne peut pas prendre seul. Plus vous êtes impliqué, plus le projet vous ressemblera. À cet effet, une petite astuce, le meilleur professionnel au monde, le meilleur designer au monde ne peut pas comprendre vos besoins si vous ne lui parlez pas. Le projet va lui ressembler à lui, ce qui vous mène nulle part. Donc, priorité numéro 1 quand vient le temps de concevoir ces dessins-là, impliquez-vous dans le processus. Parlez à votre professionnel, il ne sait pas ce qui se passe dans votre tête. Donc, pour avoir un document puis un projet qui vous ressemble à la perfection et qui répond parfaitement à vos priorités, à vos besoins, la communication, c'est la clé du succès. Enfin, les documents sont prêts, la demande de permis est faite, vous allez obtenir la permission de construire. Maintenant, il faut signer le contrat avec l'entrepreneur et préparer la mise en chantier. Le document qu'on vient de préparer, qu'on a mis du temps à préparer, à perfectionner, à adapter, c'est un peu comme un joueur étoile d'une équipe de hockey. On lui donne beaucoup de temps à l'entraîner, mais une fois qu'on est rendu au grand match de la Coupe Stanley, c'est pas le temps de le laisser sur le banc. Qu'est-ce qu'on veut? Ces documents-là qu'on vient de vous préparer, c'est pas le temps de les laisser dans le tiroir. On les laisse sur le chantier, mais surtout, on les suit. Évidemment, selon le contexte, selon l'entrepreneur, peut-être certains matériaux devront être changés, peut-être même que certains types de conception devront être modifiés ou adaptés en fonction du contexte actuel. Mais évidemment, avec les bonnes analyses d'équivalence et les bonnes communications avec votre professionnel, vous allez atteindre un objectif de projet qui sera à la fois économique, mais aussi facile à travailler avec l'entrepreneur, ce qui vous donnera un résultat vraiment bien adapté. Ce que ça veut dire, c'est que votre professionnel n'a pas nécessairement besoin d'être là quotidiennement sur le chantier pour surveiller votre constructeur. S'il a une licence RBQ, s'il a des bonnes références, vous êtes en droit de vous attendre à ce qu'il soit compétent. Notre rapport dans ce cas-là, si les plans sont bien suivis et que personne n'a des questions, c'est plus un support, un accompagnement. Il y a des questions, on y répond, on prend le temps, évidemment, de les analyser, mais si tout va bien et que tout est suivi, on n'a peut-être pas besoin d'être interpellé, puis de participer, puis de générer des frais. Le document d'architecture, le plan qu'on vous a préparé, c'est à ça qu'il sert. C'est un document qui est facile à lire pour un entrepreneur, qui est facile à lire aussi pour vous, avec un minimum d'accompagnement, mais qui va vous permettre de voir si l'entrepreneur utilise les bons matériaux, s'il les met aux bons endroits et s'il les installe dans le bon ordre. Super facile, tout est inclus dans le plan, dans le devis de performance, dans les détails de construction, dans les compositions de murs, tout est là. Vous avez des questions, parlez-en à votre technologue. Il est là pour vous accompagner et vous aider dans le processus. Si vous voulez un projet bien géré, l'important, c'est de participer et de s'assurer que l'entrepreneur suit les plans. Je pense qu'il faut le dire, soyons honnêtes,
Il n'y a rien de parfait dans la vie. Il est possible, voire inévitable, qu'en chantier, le plan ne puisse pas être suivi à la lettre. C'est généralement là où les problèmes commencent. Qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? Est-ce que, par exemple, ils ont démoli un mur, ils se sont rendus compte qu'il y avait une poutre qui n'était pas supposée être là? Est-ce qu'il y a un vice de construction qui vient d'apparaître? Est-ce qu'un matériel qu'on a décidé d'utiliser n'est pas disponible? Toutes ces informations-là ou toutes ces situations-là doivent être adressées comme s'ils étaient prévus au tout début. Donc, évidemment, tous les intervenants doivent être impliqués parce qu'un bête changement de matériel peut avoir un gros impact sur l'ensemble de la conception. Ici, je vais donner un exemple. On a des produits qui existent pour amener une valeur thermique, une résistance thermique, mais qui va aussi atteindre un objectif structural. J'ai un matériel en tête qu'on ne parlera pas, mais ce matériel-là peut permettre d'atteindre des minimums au niveau de l'efficacité énergétique sans nécessairement venir ajouter des matériaux pour s'assurer que la maison ne s'écrase pas. Ces produits-là sont des fois un petit peu plus dispendieux, des fois un petit peu plus difficiles à obtenir. Par contre, s'ils doivent être remplacés, pour n'importe quelle raison, évidemment, il faut s'assurer de les remplacer par des matériaux qui atteignent les mêmes objectifs, qui sont définis de la même manière. Donc, dans cet exemple-ci, si moi, mon équipe ici à l'interne dans notre studio, si votre professionnel vous prévoit ce matériel-là, évidemment, si pour une raison, votre constructeur décide de le remplacer, la première chose à déterminer, c'est est-ce que ce matériel est équivalent? Et s'il ne l'est pas, qu'est-ce qu'on doit faire pour venir balancer et retrouver l'équilibre en fonction de ce que le premier matériel devait atteindre comme objectif. Dans certains cas, il faut ajouter peut-être certains éléments, modifier peut-être un peu certaines composantes des murs et évidemment, à chaque question comme ça, il faut reposer la question au constructeur pour voir l'impact sur les budgets. Si à la fin de l'exercice, les objectifs sont atteints et que le budget est respecté, voire même diminué, pourquoi pas? Par contre, si l'objectif n'est pas atteint, même si vous sauvez quelques milliers de dollars, mais que la maison n'est plus solide, qu'elle risque de s'effondrer le premier hiver, c'est peut-être pas la bonne décision. C'est important, dans un cas comme celui-là, comme dans tous les autres cas de décision à l'intérieur du chantier ou en cours de chantier, c'est d'impliquer votre professionnel concepteur. C'est cette personne-là qui a signé les documents, qui prend responsabilité aussi de la durabilité. C'est cette personne-là qui maîtrise suffisamment le dossier pour répondre à toutes ces questions-là, mais surtout pour vous permettre de prendre les bonnes décisions et d'être protégé. Pour conclure, je pense qu'on a fait le tour des principaux objectifs de ces documents-là, de plans d'architecture que votre professionnel va vous préparer. Adapté selon vos besoins, vos priorités, vos connaissances, votre autonomie. Évidemment, ça pourrait avoir un impact majeur sur les honoraires de votre professionnel, mais l'objectif et la priorité devraient toujours être la protection, la durabilité, mais surtout la sécurité à l'intérieur de vos bâtiments pour vous assurer de ne pas transformer un projet de 400 000 en un projet à 800 000 en même temps que la banque nous dit « non, on ne paye plus ». Maintenant, vous connaissez le potentiel d'un plan. On comprend une chose, c'est qu'un plan d'architecture, un plan pour permis, c'est beaucoup plus qu'un simple dessin. C'est un outil puissant de gestion de votre projet qui va vous permettre de garder ça sur la bonne route, de prendre des bonnes décisions avant qu'il soit trop tard, mais surtout d'arrêter de donner des chèques en blanc à vos constructeurs. Plus vous mettez de l'énergie pour faire ce dessin-là, plus le chantier va bien aller. Disons-le aussi, modifier un dessin, c'est beaucoup moins long, beaucoup moins complexe, beaucoup moins coûteux que de tasser un mur qui est déjà construit. Vous avez des questions, vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas à nous contacter chez L-Concept. On est ici pour vous aider et vous aider à prendre des bonnes décisions. Avant de vous vendre un plan, avant de vous vendre un forfait, on est là pour comprendre vos besoins, vous aiguiller dans le processus pour que vous puissiez continuer en prenant la meilleure décision possible dans un seul objectif, c'est de transformer vos projets en réels coups de circuit.